Alors, tous les chiffres que je cite ici sont des chiffres de l'ADEME. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de gaspillage. 80% des emails ne sont jamais ouverts. Et même, il y en a un gros pourcentage qui n'arrive même jamais sur votre boîte mail, sur votre client mail. Mais les mails ont bien transité, ils tombent dans les spams, ils tombent dans des filets justement qui empêchent de recevoir trop de publicité, etc. Et en fait, celui qui m'a vraiment le plus choqué, c'est que chaque seconde, quand il y a 4 bébés humains qui naissent, il y a 7 ordinateurs qui sont conçus. Et j'ai trouvé ça absolument ahurissant. Ça m'a vraiment choqué. Donc j'ai creusé un peu et effectivement, il y a surtout une évolution en fait sur ces 10 dernières années-là. En 2008, la majorité de la population voyait Internet comme vraiment une opportunité, un Eldorado. C'était justement toute la génération .com avec les nouveaux business qui étaient de plus en plus florissants. En France, on a justement des très grosses personnalités qui sont apparues avec vente privée, avec Free, etc. Bref, c'était vraiment sur Internet qu'il fallait être pour son business. Et on voit que 11 ans après, on se retrouve justement il y a 2 ans, en 2019, 44% des Français envisagent désormais le numérique comme une menace. Et vraiment, on commence à voir les effets pervers du numérique, enfin plutôt du tout numérique, puisque effectivement le numérique, je pense, reste de super opportunités sur vraiment beaucoup de choses pour désenclaver les gens, etc. Mais on commence à voir justement pas mal d'effets nocifs qui apparaissent. Et donc, là-dedans, le designer, le développeur ou même les commanditaires sont responsables de ce qu'ils produisent. Donc, c'est vraiment l'objectif justement de mon propos aujourd'hui, c'est de dire que vous, en tant que participant, aussi bien en tant que consommateur, mais bien évidemment surtout en tant que commanditaire ou participant à la création des outils numériques, vous avez un rôle énorme à jouer dans sa conception. Et on va voir comment, à quel niveau on utilise. Les développeurs ont énormément de choses à faire sur la partie écologie, les designers énormément sur le côté social. Les commanditaires doivent mettre dans leurs appels d'offres, doivent mettre dans le choix de leurs prestataires des critères d'éco-responsabilité, etc. Alors en fait, il y a 3 grands principes sur lesquels on va s'appuyer. Il y a le principe d'écologie digitale, donc celui où vraiment on va essayer d'être respectueux envers la planète. Et ensuite, on a le pilier, justement, d'être respectueux envers ses utilisateurs. Donc là, on va avoir tout ce qui va être le côté gestion de la donnée, RGPD, etc. Mais on va aussi avoir beaucoup d'autres choses sur cette partie respect utilisateur. Et enfin, le dernier pilier est celui de l'inclusion sociale, donc la partie accessibilité pour des personnes en situation de handicap, mais pas que, des gens qui sont en situation d'électronisme, etc. Je vais vous détailler tout ça. Donc, je vous propose de commencer avec l'écologie digitale. Donc, est-ce que ça enregistre bien, Véronique? Juste pour être sûr? Oui, j'ai lancé Oui, moi. tout à J'ai fait. lancé. Ouais, c'était juste pour être sûr. Ok, donc vous allez voir qu'en fait, il y a 2 choses très importantes dans l'écologie sur lesquelles malheureusement on a peu ou pas d'actions à faire nous en tant qu'utilisateurs, mais beaucoup à faire en tant que concepteurs et en tout cas en tant que acheteurs de solutions numériques. Le premier chiffre, c'est celui de 76%, qui est donc la partie dans l'impact total d'un téléphone qui est justement créé lors de sa fabrication. Donc, je vous ai mis un petit graphique, encore une fois, de l'ADEME sur la droite, qui montre qu'en fait, votre téléphone, il fait 4 fois le tour du monde déjà avant d'arriver dans vos mains. Parce que, en fait, entre la conception, tous les matériaux, toutes les matières premières qui vont être extraites, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, vont arriver justement beaucoup en Asie, aux États-Unis ou en Europe, pour venir servir de matières premières pour créer des cartes graphiques, pour venir créer des puces, etc. Tous ces composants-là se rejoignent après dans les pays d'Asie, en général d'Asie du Sud-Est, pour être assemblés. Ensuite, ils sont redirigés pour être stockés. Ensuite, ils sont remis chez des revendeurs, etc. Bref,
votre téléphone parcourt énormément de distance et c'est surtout cette partie extraction et transport qui coûte extrêmement cher dans l'impact écologique. À chaque fois, je parle d'impact écologique. L'impact social est tout aussi lourd sur la partie extraction notamment. Mais donc, on voit que l'impact de son téléphone, mais de ses appareils digitaux en règle générale, est essentiellement lors de sa fabrication. Donc, pour pallier à ça, il faut évidemment essayer de faire en sorte de retarder le renouvellement de son matériel et d'essayer de faire durer votre matériel le plus longtemps possible. Donc, je voyais éteindre votre box ou votre ordinateur. Ça va permettre d'économiser justement les cycles de batterie et donc de garder vos appareils numériques le plus longtemps possible. Mais le deuxième plus gros impact, ça va être surtout sur un impact d'énergie, cette fois-ci. 85% du trafic des données se fait entre les data centers. C'est un chiffre qui est absolument incroyable, mais qui est bien vrai. C'est-à-dire que quand vous envoyez, votre email ou quand vous hébergez votre fichier sur Google Drive ou sur Dropbox ou n'importe où, et ben en fait, votre donnée, elle va être multipliée sur beaucoup de serveurs pour ce qu'on appelle de la redondance, c'est pour éviter si un serveur brûle ou s'il y a un problème ou s'il y a une attaque ou si peu importe, votre donnée sera toujours accessible. Donc en général, par exemple, une série Netflix est au moins sur 6 serveurs à la fois. Et il y a énormément de trafic entre ces serveurs puisque c'est la chasse au coût. Et donc, quand le prix d'hébergement sur un data center baisse de quelques centimes, et bien en fait, il y a des flux de données qui sont transférés automatiquement pour aller être hébergés chez le moins cher. Et donc, ça crée énormément de mouvements. C'est un peu comme le sourcing des matières premières, sourcing automatique où on achète les ressources les moins chères au fur et à mesure, même si elles viennent de l'autre bout de la planète plutôt que d'à côté de chez soi. Bah, c'est un peu pareil sur la donnée. Et donc, ça crée énormément de trafic et ce trafic génère énormément de pollution, et notamment à cause de l'énergie que ça va venir consommer et de la création de chaleur que ça va venir générer. Voilà, et ensuite, comment justement, en tant que concepteur, on a vraiment la main. Il y a 40% de l'impact écologique qui vient donc du front, donc c'est-à-dire de la partie visible, donc qui vient pas du transfert de données, etc. Donc, on a vraiment quand même quelque chose sur lequel agir. Et donc, c'est la définition même du design de pouvoir éviter justement des fonctionnalités superflues qui vont pas générer justement énormément de développement, de requêtes, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à venir anticiper dès la création, à vraiment avoir des fonctionnalités sur vos outils qui sont nécessaires. On considère qu'il y a à peu près 70% des fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs qui ne seront jamais ou vraiment très, très, très occasionnellement utilisées par la suite. Donc, il faut se restreindre justement à un cœur de métier sur l'application et de dire, bah voilà, ça c'est mon pool de fonctionnalités qui va être le plus utilisé et c'est vraiment là-dessus que je vais concentrer mon énergie. Et ensuite, je vais venir rajouter des fonctionnalités à la marge. Et si je vois qu'au bout de 3 mois, elles ont moins de 2% de personnes qui l'ont utilisé, ben, je vais juste tout simplement la supprimer. Ça va faire en sorte que votre outil va être beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible auprès de vos utilisateurs et vous allez avoir des réductions de coûts en hébergement, en frais de fonctionnement, en développement, etc. Et donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir un outil qui n'est pas une boîte noire, qui n'est pas une machine de guerre, mais au contraire, qui va être quelque chose d'agile et de très efficace. Donc, il y a quelques bonnes pratiques concernant l'écologie à observer. Déjà, éviter les maps quand c'est pas utile. Pareil, je vous donne un exemple, celui de la SNCF. Ils avaient mis, ils ont mis récemment des bornes Wi-Fi dans le train et donc forcément, ils ont mis des écrans d'accueil, notamment quand vous êtes connecté, vous arriviez sur cet écran-là, où en fait, ils vous montraient l'itinéraire de votre train et où est-ce que vous étiez sur cet itinéraire-là. Donc la petite infographie de gauche aurait très bien pu être suffisante à elle-même, c'est-à-dire je vois où est-ce que j'en suis dans mon transport et puis j'ai le temps qui défile. Mais ils ont décidé de rajouter une carte avec. Et je ne sais pas si vous avez fait partie justement des premiers utilisateurs de ce service de Wi-Fi dans les trains, mais on a vu que en fait ça ramait énormément Internet dans les trains et ils se sont rendus compte que la majorité du trafic Internet
qui étaient utilisés en tout cas dans les trains, venaient de leurs maps, ce qui est un peu contre-productif avec ce qu'ils voulaient faire, parce qu'en fait, les maps consomment énormément d'énergie, parce que vous n'arrivez pas à charger qu'une toute petite partie, celle que vous regardez. Forcément, il vient chercher la cartographie en entier, et donc ça vient poser problème, parce que quand je regarde, par exemple, une rue à Saint-Denis, et en fait, ça va quand même venir me charger toute l'île de Réunion ou même toute la Terre entière. Alors, il vient pas charger toutes les maps, mais ça vient faire quand même énormément de requêtes et tout doit être accessible à disposition très vite. Donc, du coup, il charge beaucoup plus d'informations que nécessaire. Aussi, éviter d'être trop dans les tendances. C'est comme le fast fashion dans la mode, hein. Évitons d'être vraiment trop sur des tendances graphiques. Ici, je vous ai mis une tendance qui est apparue l'été dernier qui s'appelle le nuomorphisme. Alors, je suis désolé pour la prononciation, c'est extrêmement dur à prononcer. C'est en fait des interfaces qui sont soit très blanches, soit très noires et qui fonctionnent uniquement sur les dégradés. Donc, on voit que les boutons ressortent par des dégradés, etc. En fait, ça, déjà, consomme énormément d'énergie, mais surtout, c'est une mode qui est passée vraiment extrêmement vite. En 1 ou 2 mois, toutes les interfaces qui ont été faites comme ça ont dû être redéveloppées parce que c'était déjà devenu has-been, entre guillemets. Donc, on a dû tout redévelopper et ça coûte extrêmement cher pour la planète, en plus que d'être extrêmement cher pour le portefeuille. Donc, éviter d'être trop dans les tendances. Il y a des styles graphiques qui sont intemporels, qui fonctionnent vraiment très très bien et qui va pouvoir être ajusté ou alors prévoir justement quelques éléments qui vont pouvoir être facilement changés sans avoir besoin de tout redévelopper. Enfin, pensez low-tech. Tout le monde n'a pas des téléphones dernier cri, tout le monde n'a pas des ordinateurs hyper puissants qui datent il y a moins de 6 mois. Il y a énormément de personnes, d'utilisateurs potentiels qui ont des vieux téléphones. Donc, essayez de vous dire justement que vos services numériques sur le web doivent être accessibles à un Firefox ou bon, peut-être pas Internet Explorer, mais en tout cas un Edge première génération ou un Google Chrome des versions assez anciennes. Parce que du coup, vous allez participer à 2 choses. Vous allez déjà augmenter votre profil potentiel d'utilisateur, mais surtout, vous allez éviter d'avoir de l'obsolescence programmée sur les téléphones. C'est-à-dire que mon iPhone 7, par exemple, je ne peux plus l'utiliser parce qu'il n'y a plus aucune application qui se met à jour sur cette version-là. Et vu que ça utilise une vieille version d'un navigateur, j'ai plus accès à aucun site. Donc, je vais changer mon téléphone alors qu'il fonctionnait encore très, très bien. Donc voilà, pensez bien, même vous, en tant que concepteur, c'est-à-dire pas en tant que fabricant de téléphone, de vous dire, OK, il faut que ce soit accessible sur des vieux téléphones. Et je vous en ai mis plusieurs d'autres. Évitez les processus de survalidation systématique d'email. Donc, évitez d'avoir toujours bienvenue chez nous, je valide votre inscription. Pour valider votre inscription, validez ce mail. Ensuite, je vous renvoie des autres emails. Une fois que vous avez validé, je vous envoie un mail de félicitations. Une fois que vous avez les félicitations, je vous renvoie un premier mail à votre première utilisation, etc. Évitez de faire ça parce que déjà, vous allez en général spammer et côté respect utilisateur, c'est pas génial non plus. Mais surtout, ça va générer énormément de trafic de mails, souvent des mails qui sont habillés d'images, donc qui sont un peu lourds. Donc, évitez ça. Attention au poids des images, privilégiez plutôt le SVG ou le format PNG aussi, puisque c'est des formats qui sont un peu moins lourds, ou en tout cas compressez vos images quand vous les utilisez sur vos sites internet, mais également avec vos fichiers quand vous envoyez des emails. Mais vous m'aviez bien dit tout à l'heure que vous le faisiez déjà. Et enfin, évitez d'utiliser trop de librairies lors des développements. Alors ça, c'est plutôt destiné aux personnes techniques qui vont faire les développements. Mais on utilise en général des librairies, c'est-à-dire qu'on vient prendre des morceaux de code déjà développés par d'autres pour éviter de passer trop de temps à redévelopper. Sauf que par exemple, quand on insère des graphiques dans un site internet, en général, on ne va pas redévelopper tout le graphique, on va utiliser donc des gens qui l'ont déjà fait, enfin le code de personnes qui l'ont déjà fait, sauf qu'ils n'ont pas développé qu'un seul graphique, donc il va venir charger toute une librairie
pour utiliser qu'une toute petite partie en fait effective dans le code. Donc ça va venir faire beaucoup d'appels et beaucoup de stockage de données pour rien. Je vous montre un tout petit exemple et j'essaie d'aller vite. Celui justement d'une sobriété qui est un peu impactante. C'est un projet qu'on a fait pour le Crous, pour le Crous Logement, donc pour les logements étudiants. C'est un site qui est en train d'être déployé au niveau national. Et en fait, on s'est rendu compte que ce logement-là, déjà, il y avait la carte à droite. On arrivait sur cette page-là. Donc, en fait, on arrivait, ça envoyait des requêtes à tous les serveurs de tous les Crous de France pour voir cette fameuse carte à droite avec tous les logements de France. Et à chaque fois que je bouge la carte, en plus, ça vient me recharger tous les logements parce que si je suis un peu zoomé, on ne sait jamais, il faudrait bien qu'on affiche tous les logements, etc. Ben, en fait, on a changé deux choses dans la conception de cette page-là qui a fait diminuer quand même énormément la consommation de ce site-là, puisqu'il y avait 120 requêtes de fait à chaque fois qu'on bougeait la carte ou qu'on la générait, et on est passé à seulement 6 requêtes. Donc, on a divisé quand même par plus de 10 la consommation du site. En fait, on a commencé par demander, donc en ayant une page d'accueil, par demander où est-ce que on cherchait des logements. Hyper basique, hein. Donc, si je dis je cherche à Marseille, par exemple, et du coup, quand on va arriver, on ne va pas interroger les 26 régions Crous, on va seulement venir interroger la base du Crous qui s'occupe de Marseille. Donc déjà, on a déjà diminué par 26. Et ensuite, on vient zoomer donc la carte sur Marseille et on enlève toutes les autres quêtes. Et la deuxième petite astuce qu'on a mis, c'est qu'on a mis un bouton rafraîchir sur cette zone-là dans la carte, ce qui a permis donc quand je bougeais sur la carte pour essayer de voir si dans Marseille je dois pas être à côté, et ça va pas venir me réinterroger mes bases de données à chaque fois que je bouge un tout petit peu la carte. Ça va me générer ce petit bouton rafraîchir sur cette zone. Et quand je suis au bon endroit pour faire ma recherche, je clique sur rafraîchir sur cette zone et là seulement ça fait les appels et ça m'affiche les bons logements. Donc voilà, deux petites astuces qui nous ont fait diviser par plus de 10 notre consommation d'énergie. Et notamment sur ce site-là, il y a 400 000 étudiants qui se connectent le même jour à la même heure pour faire leur demande sur les logements. Donc imaginez 400 000 étudiants divisé par 10 la consommation de requêtes, ça a fait une économie substantielle et surtout d'éviter que le site crache à chaque fois. Ok, je passe à donc d'autres petits conseils. Les dark modes, privilégiez justement les dark modes parce que ça a un vrai impact. Ça économise d'environ 30% la batterie sur vos téléphones, mais également sur vos ordinateurs, de passer donc avec des fonds sombres. Je vous ai mis l'étude un peu plus bas. Et donc, de la batterie économisée, ça veut dire que des cycles de recharge économisés. Et donc, au plus vous économisez justement votre batterie, au plus vous économisez vos téléphones. Et du coup, au moins, vous avez à le changer rapidement. Donc, ça fera du bien à votre portefeuille, mais également à la planète, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la principale consommation d'énergie, de métaux rares, etc., donc l'impact le plus gros en termes d'écologie, se fait sur la création du téléphone. Ok, je vais répondre à la toute fin, Véronique, si ça ne vous dérange pas. Donc, l'obsolescence programmée, j'avance assez rapidement là-dessus. En général, c'est assez connu. Donc, il y a l'obsolescence matérielle. C'est comme votre machine à laver qui est prévue pour ne durer que 4 ans. Et après, il y a plein de petites pièces qui cassent parce qu'on a envie de vous faire acheter une machine à laver. C'est un peu pareil sur vos téléphones. En fait, vos batteries, elles sont faites pour être rechargées 300 à 400 fois sur des cycles de charge, ce qui correspond à 2 ou 3 ans. Après, votre téléphone va se décharger en une demi-journée. Vous allez en avoir marre. Sauf que soit on peut changer facilement la batterie, et dans ces cas-là, c'est tout gagné, on la change et puis c'est terminé. Soit c'est intégré vraiment dans votre téléphone, c'est extrêmement compliqué de la changer et ça vous coûte aussi cher de changer la batterie que de votre téléphone, donc vous allez changer. Mais il y a également les obsolescences programmées logicielles, donc comme je vous disais, des applications qui deviennent un peu plus gourmandes en termes d'énergie, et donc forcément, ça va être une espèce de course à l'échalote
vos téléphones, enfin les téléphones qui sortent vont être de plus en plus puissants. Donc, on va développer des applications qui vont être de plus en plus gourmandes en ressources, parce qu'on va se dire, bah, du coup, je vais être capable d'afficher de la 3D qui tourne en même temps, etc. Donc, vu qu'on fait des applications plus gourmandes, on arrive assez vite au taquet des capacités du téléphone. Donc, les constructeurs de téléphones vont construire des téléphones encore plus puissants. Et puis, en fait, c'est une course comme ça. Et donc, ça crée justement des téléphones qui sont assez vite obsolètes et l'obsolescence culturelle, qui est du coup le côté effet de mode esthétique. On a envie d'avoir les téléphones récents qui n'ont pas de rayures, etc. Ou les téléphones avec les bords arrondis, ou les téléphones qui ressemblent, etc. Donc ça s'appelle de l'obsolescence culturelle. Et je vous rappelle quand même que on a envoyé des personnes sur la Lune avec la mission Apollo, avec des ordinateurs qui utilisaient 70 000 fois moins de puissance que ce que vous avez dans votre poche, ce qui est quand même assez fou, et ça montre bien justement cette obsolescence logicielle-là. On était quand même capable de faire des choses déjà incroyables avec des machines beaucoup moins puissantes. Et donc, en fait, tout ça vient des nouvelles technologies qu'on essaie de pousser à fond pour utiliser au maximum les capacités de notre téléphone. Alors, ça m'emmène au deuxième pilier. Je regarde si je suis bon sur le temps. Oui, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, ça me fait passer au deuxième gros pilier qui est celui du respect utilisateur. Et qui est, à mon sens, en termes de concepteurs, donc pour les chefs de produits, pour les commanditaires, pour ceux qui vont réfléchir en fait à qu'est-ce qu'ils vont mettre et comment on va interagir leur service numérique. Pour moi, c'est le pilier le plus intéressant, le plus important. Et donc, je commence par cette citation de Tristan Harris, qui est donc une personne qui travaille chez Google et qui en fait en 2016 s'est repenti, j'utilise ces termes, s'est repenti parce qu'il s'est rendu compte que en fait les services que toutes les GAFAM créaient généraient énormément de dépendance et qu'ils utilisaient des techniques de persuasion cognitive qui étaient pas tout à fait en accord avec son éthique. Et du coup, il s'est mis à faire beaucoup de conférences et à vraiment créer un mouvement dans la Silicon Valley sur le fait de remettre un peu d'éthique dans nos usages numériques. Et donc, il a cette phrase, si vous ne payez pas pour le produit, alors c'est que vous êtes le produit. Et je trouve ça assez juste, en fait, c'est que en fait, Facebook, par exemple, en vous offrant justement son service de connexion avec vos amis sur lequel vous pouvez partager des photos, des vidéos, aux entreprises sur lesquelles ils peuvent publier, etc. Et ben en fait, on ne paye pas pour ce service-là, mais du coup, pourquoi c'est une entreprise qui donc quand même a pour objectif de faire de l'argent, mais ce service gratuitement, c'est parce que du coup, il va pouvoir facilement surveiller vos activités et donc vous connaître très précisément. Et le fait de vous connaître très précisément va leur apporter une information cruciale qui est celle de pouvoir affirmer à leurs clients, donc à leurs clients, c'est-à-dire les publicitaires, que la pub qu'ils vont faire va toucher des personnes qui vont être sensibles à ces publicités-là. Et donc, ils vont dire, bah, moi, 95% des personnes à qui je vais montrer ta publicité vont être intéressées et ça va déclencher énormément d'achats potentiels chez toi. Et du coup, je te donne en plus cette audience-là. Donc, non seulement je suis capable de la cibler très, très précisément, mais en plus, je vais t'offrir leur lecture. Et donc, en fait, ce qu'ils vendent, c'est comme TF1 ou les chaînes de télé il y a 20 ans ou même encore aujourd'hui, hein, mais ils vendent du temps de cerveau disponible à regarder de la publicité. Et donc, c'était le dirigeant de TF1 il y a 20 ans qui disait, moi, mon business, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca. Et ben, c'est exactement pareil maintenant pour Facebook, pour Twitter, pour tous les réseaux sociaux. Et donc, le respect utilisateur, c'est également le respect donc de la vie privée. J'ai fait le parallèle avec ce qui s'était passé en Angleterre il y a une dizaine d'années, quand Londres a mis des caméras partout dans la ville, parce qu'il y avait une recrudescence justement de délinquance. Et donc, ils ont fait des grandes campagnes, Nothing to hide, nothing to fear. Donc, si j'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre des caméras partout dans notre ville.
de toute façon, vu que vous n'avez rien à cacher, ça ne devrait pas vous poser problème. Bah si, en fait, ça pose énormément de problèmes parce que le fait d'être constamment surveillé, etc., octroie énormément de liberté, notamment de liberté d'être qui vous êtes, de faire ce que vous voulez sans être en permanence observé. Alors souvent, les gens ils disent oui, mais moi, petit individu, peu importe si justement je suis surveillé ou écouté, de toute façon, je suis qu'une goutte d'eau dans un océan. Oui, c'est vrai, en général, les données sont anonymisées, etc. Mais ça pose quand même un sérieux problème, je trouve, de confidentialité. Et puis même niveau éthique, je trouve ça pas génial. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, en tout cas. Heureusement, l'Europe contraint énormément justement tous les commanditaires, donc tous les créateurs de services numériques, grâce à la RGPD, donc au règlement général sur la protection des données. Mais un conseil que je donne, c'est plutôt d'offrir à chaque fois le droit à l'oubli. Par exemple, Facebook, depuis peu, a mis cette fonctionnalité-là, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, quand on quittait Facebook, on ne fermait pas son compte, on en suspendait l'activité. C'est-à-dire que si je revenais 2 ans plus tard, que je me reconnectais à Facebook, il disait « Ah, bah, je suis content de te revoir, est-ce que tu veux le réactiver ?» Oui, ok, je te remets toutes les photos, tous les posts, tous les commentaires qu'il y a déjà eu sur ton compte, et c'est comme si rien ne s'était passé. Et donc, offrir le droit à l'oubli est très important. Et pensez bien à ne demander que l'essentiel sur les données pour éviter justement d'être trop intrusif. Je vous ai mis cette deuxième citation de Tristan Harris que je trouve assez incroyable, c'est qu'effectivement, on est passé d'un environnement où les inventions étaient de simples outils qui attendent patiemment d'être utilisés, à un environnement où elles favorisent l'addiction et la manipulation. Ces inventions ont leurs propres objectifs. En fait, il prend l'exemple d'un vélo. Un vélo, quand vous l'utilisez, il va être génial, il va faire exactement ce que vous voulez. Si votre vélo, il est hyper performant, il a des suspensions partout, il a des pneus fins, increvables, etc., eh bien, il sera vraiment super pour l'utilisation que vous voulez en avoir. Mais quand vous ne faites plus de vélo, bah, il est dans votre garage, il est dans votre cave, je ne sais pas où vous le mettez, mais en tout cas, il ne va pas venir vous solliciter en vous envoyant des notifications « Hey, utilise-moi, viens te déplacer, s'il te plaît ». En fait, il n'a pas d'intérêt à ce que vous l'utilisiez. C'est vous qui avez un intérêt à l'utiliser. Alors que dans les services numériques, en fait, les services numériques ont un intérêt à ce que vous les utilisiez pour générer un maximum de données, pour que vous consommiez un maximum de publicité. Et donc, ils vont venir vous solliciter pour venir les utiliser. Ils vont vous envoyer des notifications, des emails, ils vont essayer de créer une certaine addiction en utilisant des biais cognitifs, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Quand vous voulez aller sur Facebook pour prendre des nouvelles de vos amis ou pour partager des choses super qui vous arrivent, bah Facebook, lui, il n'a pas cette volonté de connecter les gens, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre vos données à des publicitaires pour les toucher au maximum. Donc, vu qu'il y a un objectif qui est différent, et ben forcément, on ne partage pas tout à fait la même vision. Et donc, ça a des réels impacts. Notamment ici, je vous ai mis une capture écran de Derrière nos écrans de fumée, qui est un documentaire Netflix produit l'année dernière, qui est vraiment super intéressant. Et ça montre notamment 2 courbes, celle des jeunes filles de 10 à 14 ans, donc les préadolescentes et les adolescentes, même préadultes, vu qu'on est sur du 15-19 ans. Et en fait, on a vu qu'en 2009, on a commencé à avoir une réelle augmentation des tentatives de suicide, ou en tout cas des admissions en hôpital pour des self-harm, donc des agressions sur soi-même, je ne sais pas trop comment le traduire, mais de l'automutilation. Et 2009, ça correspond justement à l'arrivée sur le marché des principaux réseaux sociaux. Donc 2007, on a Facebook qui commence à arriver. En Europe, c'est justement 2009. On a Twitter qui s'est créé vraiment pas très longtemps après. Donc on voit que justement tous ces services numériques-là, leur réel commencement est en 2009, et donc ça correspond justement à ces courbes-là, et notamment parce que justement c'est beaucoup plus facile d'être agressif sur Internet, d'être jugeant sur Internet, parce qu'on a ce côté distance, on a ce côté anonymité,
qui vient mettre plutôt casser les barrières de la décence et venir justement créer cette distance qui nous permet d'être beaucoup plus agressif. Donc, mes conseils, c'est justement d'avoir le respect du temps et de l'attention des utilisateurs. Je vous ai mis quelques manques justement de respect du temps ou de l'attention des utilisateurs. Facebook avec le scroll infini. Du coup, vous pouvez rentrer dans une spirale où vous passez 4 heures à scroller dans votre Facebook sans vous rendre compte que vous venez d'y passer 2 heures. Là-dessus, Instagram est un petit peu mieux, puisque étonnant, vu que ça appartient à Facebook, mais il vous dit quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous l'aviez quitté la dernière fois. Mais on a aussi, par exemple, Uber, donc c'est le petit logo du milieu, là, qui, quand un chauffeur décide d'arrêter de travailler, donc je sais pas, il est 22 heures, il rentre chez lui, il va dire j'arrête mon service. En fait, il va lui mettre une notification, ce que je trouve absolument abominable, en disant est-ce que vous êtes sûr? Si vous restez au moins une demi-heure de plus, vous avez un gain potentiel de 26 euros. Et donc, ça incite les conducteurs à rester sur la plateforme, à conduire beaucoup plus, à passer un maximum de temps sur Uber, et ça au détriment potentiellement de la fatigue, donc d'accidents potentiels, etc. Mais vous avez aussi Netflix, YouTube avec l'autoplay qui vous font rester parce que vous n'avez pas tout de suite le réflexe de couper votre télé ou de couper de votre ordinateur quand votre série ou quand votre vidéo sur YouTube est arrêtée. Donc, vu que ça a lancé quelque chose d'autre, ça vous intrigue, vous restez, donc vous couchez à 4 heures du matin parce que vous n'avez pas vu l'heure passer. Je suis sûr que ça vous est arrivé effectivement assez souvent. Donc, mes conseils pour éviter ça, avoir une bonne gestion des notifications, éviter des scrolls infinis ou le pull to refresh, c'est quand je tire vers le bas. Quand je suis tout en haut de ma page, je tire vers le bas et donc en relâchant, ça vient me rafraîchir ma page. Ça, c'est une technique qui a été vraiment copiée sur les machines à sous. Je tire et j'attends de voir s'il y a des nouvelles notifications. Et pas de technique de captologie ou de design persuasif. Donc ça, c'est vraiment utiliser les biais cognitifs pour essayer de vous capter un maximum et de retenir votre attention sur la plateforme. J'en parlais un tout petit peu plus après. Les contenus personnalisés, qui est donc un autre pan de ces services numériques-là. Donc les contenus personnalisés, vous savez, c'est quand... par exemple, on va vous proposer des publicités qui vont être en corrélation avec ce que vous avez déjà regardé sur les derniers jours. Je regarde un nouveau pull sur La Redoute, je vais voir ces mêmes pubs de pulls de Amazon, de je ne sais quoi, sur mon Facebook, sur mon Twitter, etc. Donc ça peut avoir des aspects positifs, des publicités qui sont plus en adéquation avec ce que je regarde. La météo, par exemple, un contenu personnalisé, quand j'ouvre mon téléphone, il prend ma géolocalisation, il me montre la météo de là où je suis, ou même Le Bon Coin, aller rechercher des choses qui sont autour de moi pour éviter d'avoir des frais de port, etc. Ça peut être génial, les contenus personnalisés, mais ça peut être aussi extrêmement dangereux, notamment les fils Twitter, LinkedIn, Facebook, en fait, sont personnalisés en fonction non pas de ce que vous voulez lire, mais de ce que vous aimez lire. Donc, en fait, ça vous engage dans un même tunnel de perception d'une réalité. Et toutes les informations que vous allez lire, tout ce qui vient apparaître dans votre fil Facebook ou Twitter, ça va être des choses qui vont être biaisées par justement ce filtre. Non, je vais poser les questions et autant que ça soit un peu naturel. Alors, désolé, Orlan, je viens de te muter. Donc voilà, donc sur les fils, ça peut être très dangereux et notamment, par exemple, Wikipédia pourrait être extrêmement dangereux si le contenu était personnalisé. Imaginons que j'arrive sur une page Wikipédia je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale, et que en fonction de si je suis connecté au Japon ou de si je suis connecté aux États-Unis, il me propose un contenu différent, et forcément, ça va faire en sorte que j'ai toujours la même vision si je ne suis pas objectif justement dans ce dictionnaire ou dans cette information-là. Ça va venir créer des biais et ça peut être extrêmement dangereux. Imaginons que moi qui regarde mon Wikipédia sur je sais pas,
un événement et que il sait que je suis de tel bord politique et qui montre pas la même page Wikipédia que mon voisin qui est d'un autre bord politique, mais qui a du coup une vue différente sur un événement commun, et ben ça va créer justement deux manières de regarder et ça va créer vraiment là beaucoup de problèmes. Ok, désolé, j'avance assez vite. On pourrait passer énormément de temps sur toutes ces problématiques. Donc, le respect dans sa navigation, effectivement, est quelque chose de très important également. Je vous parlais des biais cognitifs. En fait, les biais cognitifs, c'est notre cerveau qui est câblé pour réfléchir d'une certaine manière. Et donc, il y a des choses qui vont plus nous parler que d'autres. Et donc, les gens dans le marketing, dans la publicité, dans la communication, vont utiliser ces biais que nous avons en nous pour justement s'en servir pour essayer de nous vendre plus de choses. Donc, je vous en ai mis 3 ici, par exemple. Le biais d'ancrage, qui est en fait notre cerveau, la première information qu'il va lire, il va s'en servir, même si je sais qu'elle est fausse, il va s'en servir de référentiel. Donc, quand je vois sur, par exemple, des promotions, ici, il y avait 14,95 €, nouveau prix 76 € pour ces baskets Lacoste que je vois sur ma publicité à gauche. Même si le prix d'origine était à 76 € et que là, je vous donne une information fausse en disant non, je vous jure, c'était 94,95 €, et ben en fait, notre cerveau, il va avoir cet ancrage, il va se dire je fais une affaire, du coup j'y vais. Imaginons que j'ai des baskets qui me plaisent un peu plus, qui coûtent 70 €, donc qui sont un peu moins chères. Ben en fait, je vais quand même me dire, je fais une affaire sur ces chaussures-là parce qu'elles sont à moins 20%. Du coup, je vais plutôt aller là-dessus. Donc ça, c'est le biais d'ancrage. Vous avez aussi le biais de conformité, qui est en fait le fait de se fier énormément aux avis des autres internautes ou de ses pairs. Donc, le biais de conformité, ça va être par exemple de dire j'ai 95% de mes clients des clients qui vont plutôt chez moi plutôt que chez mon concurrent. Et ben on va pouvoir se dire je vais aller chez lui, même si en fait c'est pas forcément mieux, c'est juste que les autres y vont, donc je vais y aller aussi. C'est notre biais de conformité, on va plutôt vers ça. Ou encore le biais de rareté, par exemple, qui est celui sur Amazon, quand vous faites des ventes flash, vous dites attention, il y a déjà 57% des biens qui sont vendus. Vous allez vous dire oh là là, ça va hyper vite, il va falloir que j'y aille. En fait, si ça se trouve, il reste 50 000 produits, on n'en sait rien. Mais le fait de mettre un timer ou de vous dire attention, vous êtes en train d'acheter vos billets d'avion, il n'y en a plus que 2 disponibles. Il y en a peut-être plus que 2 disponibles à ce prix-là, mais vous en avez d'autres disponibles à 1 € ou 2 € plus cher. En fait, il joue là-dessus pour vous dire, pour vous créer un sentiment d'urgence et donc de l'urgence à acheter. Vous avez également les dark patterns qui sont donc là encore pire dans la conception. C'est le fait justement de vous mettre intentionnellement des bâtons dans les roues parce que vous n'avez pas l'usage que les plateformes attendent de vous ou veulent de vous, notamment sur les désinscriptions. Je vous ai mis ici la désinscription de Amazon qui était jusqu'à il y a encore pas si longtemps un enfer pour se désabonner de Amazon Prime. En fait, il fallait chercher dans le chat, non, il fallait chercher dans la FAQ comment pouvoir se désabonner, accéder à certains articles qui déclenchaient un chat dans lequel vous pouviez demander à être désinscrit et il fallait attendre la réponse d'un vrai humain derrière qui vous disait « Ok, c'est bon, je te libère ». Ou pas, mais il n'y avait pas de bouton je souhaite me désinscrire et puis point barre quoi. Donc ça c'est des dark patterns, c'est essayer justement de vous compliquer la vie pour éviter de faire des actions qui n'ont pas envie de faire, ou au contraire de faire des actions que eux ont envie mais que vous n'avez pas envie. Par exemple, cliquer sur des pubs, le fait par exemple simuler une petite poussière sur votre téléphone dans une publicité qui va être affichée sur votre écran, ça vous donne envie de venir gratter sur votre écran pour se dire c'est une poussière. Et ça vous fait cliquer par inadvertance sur la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle des dark patterns. Je vous ai mis un lien vers une vidéo YouTube qui est absolument hilarante de toutes les techniques, toutes les stratégies pour essayer de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et donc, comment contrer ça? C'est en donnant le droit à l'erreur, comme Gmail. J'envoie un mail, pendant 10 secondes, en fait, il n'est pas envoyé. J'ai la possibilité d'annuler, ça évite avec la pièce jointe, c'est mieux. Ça évite ce genre de choses-là. Donc, d'envoyer et de dire mince, j'ai oublié ça, j'annule, je mets la pièce jointe, je renvoie, et voilà.
ou éviter aussi de réapprendre des fonctionnements d'application à chaque fois. Je vais essayer de mettre des choses évidentes. Le profil, je le mets en haut à droite. Le panier, je le mets en haut à droite. Le retour à l'accueil, je le mets en haut à gauche. Voilà, on a quand même chacun maintenant des normes qu'il faut essayer de respecter. Je vois qu'il est 51, j'avance extrêmement vite. Être capacitant, ça veut dire ne pas trop prémâcher les choses pour les utilisateurs, vraiment leur donner les informations, mais ne pas décider à leur place. Et ça me fait passer à l'inclusion sociale, qui est notre dernier pilier. Donc l'inclusion, c'est le respect des personnes en situation de handicap, mais pas que, c'est également inclure des personnes qui sont loin du numérique, des personnes âgées, des personnes qui ont des faibles connexions, qui sont dans la montagne. Je suis sûr que dans les cirques, on ne capte pas hyper bien la 4G. Pourtant, ces gens-là ont des besoins aussi de pouvoir commander, de pouvoir regarder des vidéos, etc. Donc, c'est ça aussi l'inclusion, c'est d'aller vers des personnes qui ont moins d'accès au numérique. Et donc, je vous ai mis ici une citation de Marie Guillaumet qui travaille chez Access 42, qui est donc l'entreprise qui a fait les lois de la RG2A, qui est l'équivalent de la RGPD, mais pour l'accessibilité, qui dit qu'en fait, c'est le mauvais design qui crée le handicap. Si tout était accessible, en fait, on n'aurait plus que des défaillances, mais ce ne serait pas des handicaps. Ce ne serait plus un problème. On ne serait pas handicapé pour accéder justement à la plateforme. Ce serait juste une défaillance, mais qui autorise le fait de consommer de la même façon des contenus numériques. Et donc, il existe plein de handicaps différents. Il y a des handicaps moteurs, des handicaps moteurs, par exemple, des problèmes des gens qui n'ont pas de pronation, qui ont du mal à se servir d'une souris ou d'un trackpad. On a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui n'arrivent pas à cliquer parce qu'elles ont des problèmes d'arthrose, etc. On a des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Alors, ça peut être des problèmes de compréhension, etc., mais ça peut aussi souvent être des problèmes de dyslexie, des lettres qui se mélangent, etc. On a souvent des handicaps visuels, alors soit des personnes aveugles ou qui voient mal, etc. Mais il y a aussi des handicaps beaucoup plus légers, comme ceux des daltoniens qui ont des problèmes de préhension des couleurs, etc. Et enfin, on a des handicaps auditifs ou de parole. Donc, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes avec des contenus, notamment multimédia. Ça sert à rien de savoir parler devant un ordinateur, sauf quand en fait cet ordinateur devient une enceinte connectée. Là, on commence à avoir beaucoup plus de mal. Et donc, souvent on se dit, bah oui, mais ça représente qu'une petite partie de la population, ces personnes en situation de handicap. Alors déjà, c'est faux. Je crois que je vous l'ai mis après. Ça représente environ 10% de la population, 10 millions de personnes en France. Ça fait 100 millions en Europe, ça fait 600 millions dans le monde. Donc, imaginons que vous fassiez un service qui peut être accessible partout dans le monde, et ben, le fait de le rendre inaccessible à des personnes en situation de handicap, vous fermez la porte à 600 millions de personnes potentielles, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, faites attention à ça, et surtout, tout le monde n'a pas des handicaps qu'on a qualifiés de permanents. Donc, je vous ai mis cette infographie qui a été faite par Microsoft qui est assez intéressante, c'est-à-dire que en fait, ils classent en 3 grosses catégories les handicaps permanents, les handicaps temporaires ou les handicaps de situation. C'est-à-dire que si on conçoit un service numérique qui va être utilisable par quelqu'un qui a perdu son bras, par exemple, qui a un handicap permanent, et ben, ce sera un service numérique qui sera aussi accessible pour des personnes qui ont un bras dans le plâtre, donc qui a un handicap temporaire, mais ça servira aussi à des personnes qui ont un bébé dans le bras, dans les bras, pardon. Ou par exemple, un service qui va servir à des personnes aveugles va aussi très bien pouvoir servir à des personnes qui ont des cataractes ou qui sont éblouies par le soleil, ou voilà. Avoir un service qui peut servir pour des personnes sourdes, ça va aussi servir à des personnes qui ont des problèmes d'otite ou des problèmes parce qu'il y a trop de bruit autour d'eux, etc. Bon, vous avez compris le principe. Et donc, tout ça crée justement une quantité de population extrêmement importante. Alors, il y a un cadre légal qui est effectivement le RG2A, donc qui a été relabellisé e-accessible, enfin E-accessible en français. Le RG2A est en fait purement et simplement l'adaptation d'une norme internationale qui s'appelle le WCAG,
où il y a 3 niveaux d'accessibilité. Il y a le A, le double A ou le triple A, sachant que le double A est le niveau légal en France, et légal parce qu'en fait, tous les services publics, quels qu'ils sont, ont cette obligation légale-là de rendre accessible, sous peine d'amende de 20 000 € par page de l'application, mais également les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 250 millions, ou les entreprises qui sont d'intérêt général ou de semi-intérêt général, par exemple EDF, Veolia, ou même d'autres qui ont justement un service d'intérêt général. Et donc, il y a 4 grands principes clés pour venir répondre à ces justement situations de handicap. Il faut que votre application soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Je décris un tout petit peu. Perceptible, ça veut dire que là, c'est pour pallier à toutes les personnes en situation de handicap visuel. Quand je parle de handicap, c'est absolument pas négatif, hein, ça peut être des handicaps très légers. Et donc, perceptible, ça veut dire qu'il va falloir que ce soit bien visible, lisible. Utilisable, ça veut dire qu'il va falloir, pour les personnes en situation de handicap moteur, que ce soit quand même facilement utilisable, ou même pour les personnes aveugles aussi, hein, qui puissent naviguer au clavier, parce qu'ils ont des lecteurs audio qui sont navigués au clavier parce qu'une souris, forcément, on ne la voit pas. Il va falloir que ce soit compréhensible, utiliser des phrases simples, etc. Et il va falloir que ce soit robuste, que ça ne change pas tous les 4 matins, parce que sinon, je vais devoir réapprendre. C'est comme une personne aveugle qui déambule dans la rue. Elle connaît très bien son environnement, mais quand on rajoute des poteaux, quand on rajoute des trottoirs hauts, etc., on vient créer des problèmes sur ces personnes-là. Et donc, j'aurais bien aimé savoir si vous connaissiez le FALC. Le FALC, en fait, c'est le facile à lire et à comprendre, qui est donc un formalisme obligatoire par le gouvernement maintenant. Donc, je vous ai mis l'attestation, par exemple, des déplacements exceptionnels Covid sur la droite. Et donc, c'est une manière d'écrire qui est justement facile à lire et à comprendre. Donc, c'est à la base destiné à des personnes qui ont des problèmes cognitifs, mais en fait, c'est un service que moi, j'adorerais avoir dans la vie de tous les jours, parce que c'est beaucoup plus facile. Et imaginons que les impôts, où c'est des nomenclatures, des termes qui sont extrêmement compliqués, qu'on ne comprend vraiment pas, si justement ils simplifiaient énormément le discours, moi, ça me faciliterait vraiment la vie. Je vais avancer très rapidement. Un des grands principes clés, c'est d'offrir une navigation alternative bien souvent. Donc là, par exemple, le CAPTCHA pour les personnes en situation de handicap, lire sur l'exemple en bas à droite, c'est compliqué. Donc offrir la possibilité de pouvoir l'écouter ou d'avoir d'autres manières de le faire. C'est pareil avec quand vous mettez une image, il faut mettre une alternative texte à côté pour les personnes aveugles, que leur outil puisse lire la description de l'image, etc. Vous avez les contrastes. Donc ça, c'est très légal, entre guillemets, et très conception pour les développeurs, donc je vais avancer assez vite. Mais il y a des niveaux de contraste et des niveaux de taille de police qui sont nécessaires pour rendre justement vos interfaces lisibles. Je vous ai mis des outils qui permettent de facilement vérifier ça. Il y a quelques bonnes pratiques qui est justement d'essayer de naviguer au clavier. Donc là, vous appuyez sur Tab de votre clavier quand vous êtes sur un site Internet et vous allez voir une surimpression, un petit carré qui va se déplacer. Et donc, c'est c'est la manière dont on navigue justement des personnes en situation de handicap moteur et visuel. Et enfin, essayer de mettre des pictogrammes, en gros, et d'essayer d'être redondant. Je parlais d'alternatives sur les informations. En fait, ça vient créer des ancrages visuels qui sont plus faciles à avoir pour justement les gens qui ont du mal à se retrouver ou qui ont du mal à identifier où est-ce qu'ils sont ou où est-ce qu'ils doivent aller. Je vous parlais de phrases simples sur les impôts, c'est exactement ça. Utiliser des fils d'Ariane donc les fils d'Ariane, c'est justement le chemin par lequel vous êtes passé. Ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes pour des personnes en situation de handicap cognitif. Mais comme je vous le disais, toutes les solutions qui sont trouvées pour des personnes en situation de handicap vont venir aider le commun des mortels aussi de manière importante. Moi, j'adore le fil d'Ariane parce que ça me permet de naviguer hyper rapidement et de facilement m'y retrouver. Et enfin, éviter d'écrire toujours en majuscules parce que des personnes dyslexiques ont vraiment beaucoup de mal à lire les majuscules. Et du coup, ça crée vraiment des problèmes de compréhension. Je conclus, j'en ai pour 4 minutes à conclure.
Donc, quelle action on peut mener au quotidien, nous, en tant qu'utilisateurs, et non pas là forcément en tant que concepteurs? Il y a déjà un énorme enjeu sur les vidéos, puisque ça génère énormément de trafic sur Internet. Donc, évitez de toute façon le streaming en mobilité. Par exemple, essayez d'éviter de regarder un film dans le train sur votre 4G, sur votre 3G, sur votre 5G. Donc, évitez le streaming en mobilité. Limitez aussi le streaming en règle générale, puisque ça consomme vraiment beaucoup d'énergie. Mais surtout, allez sur Netflix dans vos paramètres et baissez la qualité de vos vidéos. Je vous jure que quand vous la passez en moyenne, vous voyez très peu la différence, sauf si vous avez une énorme télé 4K. Et du coup, ça passe de 3 gigas à l'heure à 0,7 gigas par heure, et ce qui est déjà énorme. Et enfin, privilégier plutôt les podcasts, désactiver les autoplays, donc les lectures automatiques des prochains épisodes, etc. Véronique, tu mets pas de streaming dans le train ici, c'est facile. Mais c'est qu'en fait, moi, quand je prends le TER, par exemple, je vois tout le monde qui est connecté à son téléphone et qui essaie de regarder une vidéo YouTube. Ça, c'est contraignant parce que ça vient solliciter énormément d'antennes relais et beaucoup d'énergie. Deuxième axe sur lequel vraiment faire attention en tant que particulier sur notre consommation, c'est celle du matériel. Je vous l'ai dit, ça consomme énormément parce que l'impact est fait à la fabrication. Donc, privilégiez vos téléphones et vos ordinateurs en dark mode. Vous pouvez le faire sur n'importe quel ordinateur ou sur n'importe quel téléphone. Vous avez les options dark mode maintenant. Et ça reposera en plus vos yeux sur le côté respect ou santé. Acheter des équipements plutôt de seconde main, donc aller sur Back Market, aller sur Le Bon Coin, aller sur tous les sites de troc ou de vente de particulier à particulier locaux également. Retarder le renouvellement de vos matériels numériques quand c'est possible. Et essayez de vous connecter plutôt au Wi-Fi plutôt qu'au réseau mobile, 4G ou 3G. Parce qu'en fait, le réseau terrestre, ADSL ou fibre, consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Donc, quand vous vous connectez au Wi-Fi, en fait, vous êtes connecté à votre borne, donc au réseau terrestre. Et enfin, recyclez bien vos anciens téléphones. Il y en a quand même 9 sur 10 qui sont jamais recyclés. On se dit, oh, il peut servir, je vais le mettre dans le placard. Pour l'anecdote, j'en ai sorti quand même, j'en ai retrouvé 4 hier quand j'étais vraiment adolescent. Et je me suis dit, oh, mais pourquoi je les ai gardés? Je les ai vraiment... je ne savais plus qu'ils étaient là. Et enfin, sur nos pratiques du web, pensez bien à compresser vos pièces jointes, vos PDF, etc. Vous avez un site incroyable qui s'appelle I Love PDF qui permet de compresser vos PDF en moyenne de 80 à 90% de leur poids. Mais aussi, vous avez Compress, JPEG, vous avez plein de sites de compression sur Internet de vos fichiers. Donc ça va vraiment favoriser l'envoi dans les emails. Évitez de mettre la terre entière en copie d'un email, parce que forcément, ça crée des chaînes de mails qui vont venir perturber non seulement la concentration et le focus de vos collaborateurs, mais qui va aussi générer un trafic assez important, donc un poids écologique. Travailler sur des versions plutôt offline. On est beaucoup sur des services Google Drive ou Microsoft Online, etc. Donc des services partagés, sauf que ça fait du streaming en fait. Et donc ça vient créer justement des problèmes. Donc travaillez plutôt sur votre PowerPoint que vous mettez ensuite sur Internet. Et utilisez plutôt des services de messagerie instantanée plutôt que des emails, donc Slack, WhatsApp, etc. Parce que ça vient générer moins, c'est beaucoup moins lourd que des emails. Ça n'utilise pas tout à fait les mêmes réseaux. Il y en a un qui utilise le réseau Internet, il y en a d'autres qui utilisent les réseaux SMTP, etc. OK. Et enfin, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Donc, quand vous êtes justement concepteur, pensez bien à toujours mesurer. Et j'aimerais terminer sur ce dilemme-là, c'est que en fait, quand vous êtes concepteur d'applications, quand vous êtes concepteur de services numériques en règle générale, il n'y a jamais de situation idéale, de solution idéale. Là, je vous ai mis par exemple le dilemme des enceintes connectées. Les enceintes connectées, c'est vraiment super pour les personnes qui sont malvoyantes parce que du coup, ils contrôlent tout à la voix. C'est super aussi pour les anciens qui ont du mal à être sur un ordinateur ou un téléphone. Moi, ma grand-mère, elle dit « Ok Google, il fait quel temps demain ?» Et puis elle a sa réponse tout de suite. Donc, c'est génial pour les personnes qui sont en situation de illectronisme.
Mais par contre, c'est vachement nuisible sur la vie privée, parce qu'il y a quand même des choses qui vous écoutent un peu tout le temps. Ça a été prouvé d'ailleurs que jusqu'en 2018, tous les téléphones, etc., écoutaient pour l'amélioration de Siri ou de OK Google. Et puis ça consomme énormément, parce que c'est censé vous écouter pour déclencher dès qu'il y a un OK Google. Donc voilà, en gros, quand on va venir sacrifier l'écologie pour venir aider sur le social, sur l'inclusion, et parfois, ça va être l'inverse. Voilà, je vous ai mis quelques références d'acteurs importants, l'Institut du numérique responsable, Green IT, Designer Ethic, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais allez voir notamment l'Institut du numérique responsable, ils mettent beaucoup de contenu à disposition. Je lève les mains, je suis désolé Véronique, j'ai dépassé 2 minutes. J'essaie de faire le maximum. Merci beaucoup Thomas. Alors, on voulait vous illustrer quelques bonnes pratiques avec un exemple local. Et j'ai passé la parole à Mohamed Patel, de Pôle emploi, qui va se présenter et qui va nous expliquer un peu la démarche qui a été engagée dans ces agences en mars dernier. Voilà, je te passe la parole, Mohamed. Okay. Merci Véronique. Tu gardes la main pour le passage des slides. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Mohamed Patel. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du partenariat sur les 5 dernières années, toujours au sein de la direction régionale de Pôle emploi. Et depuis à peu près 4-5 mois, je suis maintenant en charge du développement durable au sein même de Pôle emploi Réunion. Et l'intérêt de témoigner là aujourd'hui, c'est que puisqu'on parle du numérique, on a eu la bonne idée au sein de Pôle emploi de monter une opération qui s'inscrit dans le Cyber World Cleanup Day qui a eu lieu au mois de mars et sur lequel nous avons obtenu des résultats intéressants. Peut-être juste vous présenter Pôle emploi en quelques chiffres. Donc, Pôle emploi Réunion, sachez que c'est quand même 1200 agents qui travaillent à La Réunion et au sein de 17 agences et une direction régionale. Donc, on a la gestion, vous le savez malheureusement au niveau du chômage, on a à peu près 130 000 demandes d'emploi qui sont inscrites et sur lesquelles nous amenons un certain nombre d'actions d'insertion. On va passer sur la slide suivante. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur ce témoignage, c'est que peut-être vous connaissez certainement Pôle emploi sur ses actions au quotidien en direction des demandeurs d'emploi et des entreprises. Pour autant, nous faisons des choses très intéressantes en matière de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et c'est dans ce cadre-là que je vais juste vous présenter les objectifs stratégiques, les 4 axes sur lesquels nous intervenons. Et vous verrez qu'il y a un lien après sur l'opération Cyber World Cleanup Day. Je peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau du national, ce qui a été mis en place, c'est qu'on s'est dit, on part sur 4 piliers. Sur ces 4 piliers, vous avez le premier objectif, et Thomas l'a beaucoup abordé tout à l'heure, c'est l'engagement que nous prenons, la responsabilité de rendre nos services numériques 100% accessibles en direction des personnes porteurs de handicap. Donc, on est vraiment là sur la partie accessibilité. Peut-être juste un exemple, au sein de Pôle emploi, nous avons développé un dispositif qui s'appelle ADEDA, ADEDA. C'est une aide aux demandeurs d'emploi porteurs de déficients auditifs. Ça permet de les accompagner et de faire en sorte qu'ils puissent aussi se connecter et utiliser nos outils numériques. Nous avons au sein même de Pôle emploi et des agences sur La Réunion à peu près une centaine de jeunes qui travaillent et qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Ce sont des jeunes qui sont au service civique et qui facilitent l'utilisation des outils numériques que met en place Pôle emploi. Le deuxième objectif, c'est répondre à l'urgence climatique. Et c'est dans ce cadre-là que l'opération Cyber World Cleanup Day intervient. Parce que sur cette partie-là, au sein même de Pôle emploi, ce que nous déclinons, c'est que nous mettons en place chaque année un bilan carbone. Là, je suis en train de faire celui de La Réunion, là, en ce moment, sur l'utilisation des frais kilométriques au niveau des voitures des agents, quand ils se déplacent sur des réunions, et aussi des voitures de service, leur utilisation. L'objectif, c'est bien évidemment de réduire ça via une compensation. Nous sommes en train de réfléchir, par exemple, sur le changement de flotte des voitures de service. Nous sommes actuellement sur des voitures qui sont sur des moteurs thermiques et l'idée, c'est de peut-être sortir de là et d'aller sur des moteurs soit hybrides ou électriques si possible. Donc, voilà un exemple là-dessus.
Toujours sur le deuxième axe, bien évidemment, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, c'est là-dedans qu'on retrouve tout ce qui est nettoyage du numérique, c'est l'opération dont on a parlé. Encore aussi là-dedans, tout ce qui est mobilité. On va aussi peut-être développer, on est en train d'y réfléchir, le forfait mobilité durable pour pouvoir équiper un certain nombre d'agents qui sont en proximité, enfin qui habitent en proximité du lieu de travail, peut-être mettre à leur disposition des vélos à assistance électrique. La valorisation des déchets aussi sur ce niveau-là. Nous avons mis il y a quelques mois au sein de la direction régionale et dans les 17 agences un tri sélectif, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de copier, si vous voulez, ce que les agents qui sont aussi des citoyens, ce qu'ils font comme tri chez eux, et donc ils ne le faisaient pas au sein des agences de Pôle emploi, puisque nous n'avions pas organisé ce tri, mais là, nous l'avons mis en place, et du coup, les gens commencent à prendre cette habitude aussi au sein même du travail. Le troisième objectif, on parle d'équité, c'est encourager la diversité. Et l'idée, là, c'est de lutter contre les discriminations. Nous avons aussi à ce niveau-là une politique d'achat responsable, puisqu'on intègre, et vous le voyez là sur le premier pavé, intensifier l'usage des clauses sociales d'insertion. Tous les marchés que nous lançons, nous essayons d'incorporer à l'intérieur de ces marchés des clauses sociales d'insertion. Très rapidement dit, au sein de ces marchés, nous demandons au prestataire qui est retenu de favoriser l'embauche de personnes en situation difficile pour un certain nombre d'heures. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils mettent un premier pied à l'étrier et qu'ils s'engagent dans une démarche d'insertion plus globale. Et le dernier objectif, là, le quatrième, c'est développer l'engagement des collaborateurs. Et là-dessus, nous sommes vraiment sur tout ce qui est engagement solidaire. Nous avons mis en place au sein de Pôle emploi des trophées de la RSE. Nous avons aussi une politique de soutien aux sportifs de haut niveau. Et aussi, par exemple, sur La Réunion, là, ce que nous avons fait, au-delà de ça, sur l'engagement citoyen, nous avons un grand nombre de collaborateurs qui participent aussi à toutes les actions d'Odyssea. On va aller peut-être un peu plus maintenant sur l'action en tant que telle. Alors là, vous avez le visuel de l'opération qui a été menée au mois de mars, le Cyber World Cleanup Day. Il faut savoir que c'est un événement de portée mondiale et la France le porte aussi de façon très prononcée. Thomas en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut savoir que Pôle emploi est adhérent de l'Institut du numérique responsable. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu aussi amener notre touche à l'édifice. Et l'idée, c'était de dire, nous, c'est la première opération que nous menons pour La Réunion. L'idée, c'était de dire, comme nous sommes adhérents à l'Institut du numérique responsable, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous avons un plan stratégique qui nous amène à l'horizon 2050 à adopter la neutralité carbone. Donc, on est sur une phase de sensibilisation et de faire en sorte que les agents vont fédérer à ce mouvement de fond. On est parti sur le numérique responsable en disant qu'on a 3 axes d'intervention. Le premier axe, c'est d'aller travailler et nettoyer les dossiers qui sont sur nos serveurs et qui sont très anciens et pour lesquels il n'y a pas d'utilisation intéressante jusqu'à maintenant, puisque la péremption, elle est là. Deuxième axe de nettoyage, c'était aussi les fichiers qui étaient lourds. Nous avions un certain nombre de films, de vidéos qui étaient sur nos serveurs, mais qui étaient déjà dépassés, puisque nous sommes dans une avance technologique. Ce qui est fait précédemment n'est plus au jour du jour sur les nouvelles applications que nous mettons en place. Et troisième axe d'intervention, c'était la RGPD, Régime général de la protection des données. Et on s'est aussi appuyé là-dessus pour expliquer aux agents que sur l'aspect sécurité, nous n'avions pas à stocker des données qui n'étaient plus utiles à partir du moment où l'opération était terminée. Tu peux avancer, Véronique, s'il te plaît? Voilà. Donc, l'idée, une fois qu'on a dit ça, c'était de faire en sorte d'amener tous les agents, le plus grand nombre en tout cas, à adopter des bonnes pratiques pour que chacun à son niveau puisse faire son nettoyage. Alors, il va faire le nettoyage dans son panier individuel, son serveur individuel, mais aussi c'est de travailler sur les serveurs communs. On en a beaucoup, dans chaque agence il y en a, donc chacun y met un petit peu un certain nombre de dossiers. C'était de travailler aussi et de nettoyer sur la base de ce que je vous disais tout à l'heure, des dossiers anciens, des dossiers lourds et garder le lien avec RGPD.
J'avance puisque le temps passe. Alors, comment on a fait? Moi, je suis parti, j'ai créé une MapMind que vous avez là sous les yeux. C'est partir de l'opération et expliquer le quoi, le pourquoi, qui intervient, comment on intervient, où c'est qu'on intervient et quand est-ce qu'on le fait. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un outil intéressant. Ça sert un peu de visuel de ce qu'on a l'intention de mener. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on l'a fait sur le process qu'on avait établi. On est sur un fonctionnement à Pôle emploi. Moi, je suis en lien, comme je suis le référent RSE, avec la direction générale sur Paris. Donc, on nous demande est-ce qu'on est intéressé pour porter l'action? On a dit oui pour la réunion. À partir du moment où on a dit oui, et sur validation du comité de direction régional, on a organisé un webinaire. J'y ai associé le service informatique chez nous. L'idée, c'était de passer le message. On a ce qu'on appelle au sein des 17 agences, des agents qui sont en lien direct sur tout ce qui est numérique. Donc, on les appelle les correspondants locaux informatiques. Donc, le webinaire a été organisé à destination de ces personnes-là. Ils étaient une soixantaine qui étaient connectés et je leur ai expliqué un petit peu la philosophie, le lien avec nos engagements sur la RSE et aussi tout l'intérêt de travailler sur ces éléments-là parce que de toute façon, par rapport à l'engagement national qui est d'aller sur la neutralité carbone, ça fait aussi partie des axes de travail d'amélioration qu'on avait. Donc, une fois qu'on a adopté et on avait passé tout ce message-là lors du webinaire, ces agents qui sont présents dans leurs agences, il faut savoir que chaque agence a environ entre 60 et 80 collaborateurs au sein d'une seule agence. Et donc, ils ont servi un petit peu de relais pour expliquer tout ce cheminement de nettoyage, tout l'intérêt qu'on avait à le faire. Et nous avons ici posté un certain nombre de choses sur des bonnes pratiques, on va dire, sur des choses très simples, hein, envoyer léger, ne pas mettre un grand nombre de destinataires quand il n'y a pas lieu, de zipper, de compresser, d'alléger les formats. Donc, vous avez un grand nombre de choses qui existent. On a même des vidéos qui existent qu'on a pu faire au niveau du national et sur lesquelles les agents peuvent se reposer pour pouvoir adopter de bonnes pratiques. Tu peux avancer, s'il te plaît? Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous allez voir dessous, là, sur les exemples de documents, ce qu'on a mis. Ça va vous donner un visuel. Donc, vous voyez, c'est assez simple, c'est très visuel. Et l'idée, c'est de dire que chacun puisse s'en emparer et que l'adopte au quotidien. Et je vais juste finir sur le bilan, qui est la slide suivante, je crois. Encore une note. Voilà, parce qu'on parle de tout ça, c'est bien. Une fois qu'on a mené l'opération, donc c'était sur 17 agences, sur toute la semaine en question. Là, sur le visuel que je vous ai mis, vous avez sur la partie de gauche, vous avez les données qui sont arrêtées au 15 mars. C'est donc avant, on a fait une mesure avant l'opération, on a fait une mesure après l'opération. Donc, tout ce qui est T, ce sont les serveurs collectifs au sein des agences. Donc, vous avez vu, on a une diminution entre le 15 et le 22 mars, puisqu'on a procédé à l'opération nettoyage. Donc, ça, c'était sur les serveurs collectifs. La deuxième ligne dessous, là où c'est indiqué S, vous avez toujours même procédé, la mesure au 15 mars et une nouvelle mesure au 22 mars, avec là aussi un grand nombre de diminutions. Et il faut comprendre que là, c'était plus facile pour les agents de nettoyer eux-mêmes leur propre répertoire, parce que sur les répertoires communs, ils ne peuvent pas nettoyer sans avoir la garantie que le collègue qui utilise aussi le même dossier n'en a pas besoin. Donc, c'est pour ça que l'opération était plus intéressante à mener sur les serveurs S. Au final, ce que je peux vous dire, vous avez sur le dernier visuel en bas, en escalier, le total de gains en mégaoctets, l'addition de ce que ça a pu obtenir avec les serveurs en question. Et au final, en représentativité, ça nous a fait gagner en économie, donc en réduction de volume, quasiment 7% de gain. Quand je dis ça, je vais aussi finir là-dessus pour vous dire que nous, sur La Réunion, ça fait quasiment 7% d'économie. Et ça nous place, figurez-vous, qu'au niveau national, au sein de Pôle emploi, il y a 17 régions Pôle emploi. Nous sommes sur la 3e marche du podium. C'est-à-dire que l'opération était très intéressante. Les agents ont été sensibilisés, ont bien joué le jeu. Et ce qu'on souhaite faire là, c'est qu'au mois de septembre, nous allons peut-être renouveler l'opération
Là, c'était un premier coup. Et on va voir si on peut continuer à faire en sorte que ça se pérennise dans le temps. Voilà, ma présentation, elle est finie. Par contre, si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Merci beaucoup, Mohamed. On va passer effectivement aux questions. Je vous invite à peut-être tous rallumer, ça va consommer un peu beaucoup, c'est pas très dans les bonnes pratiques, mais je vous invite à peut-être rallumer vos webcams, à nous faire un petit retour sur le contenu qu'on vous propose déjà avec le petit logo réaction Zoom. Voilà, vous pouvez envoyer un petit pouce, lever la main éventuellement, nous faire coucou. Et je vais tous vous remercier